Monsieur, bienvenue sur Belgocamp 21 TV. Au sommet de cette émission, la visite du président français Emmanuel Macron en Chine, la guerre en Ukraine, l'inculpation de Donald Trump, une première dans l'histoire de la politique américaine. Vous savez très bien, je suis accompagné pour cette émission de géopolitique de notre consultant maison, Monsieur Etoga. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. C'est un plaisir d'être présent déjà sur ce plateau et c'est tout un honneur que de partager la graine que j'ai dans la tête avec l'ensemble des auditeurs qui suivent cette chaîne. Et j'ai eu vent de ce que je partage mon visage très souvent avec la chaîne et j'invite l'ensemble des personnes qui tiennent cette réflexion à venir m'assister dans cette tâche qui se veut salutaire pour l'émergence de l'Afrique. Parce que la question fondamentale est celle de savoir qui contrôlera l'Afrique. Et j'espère qu'ils veulent aussi, à leur niveau, sensibiliser pour que l'Africain contrôle son propre continent. Monsieur Etoga, le président français Emmanuel Macron était en visite officielle en Chine. Visite que l'on peut qualifier de visite économique. Oui, c'est une visite économique. Au-delà de la visite économique, c'est aussi une relation de fraternité. Parce que historiquement, vous savez bien que c'est la France qui a reconnu pour la toute première fois la République populaire de Chine en 1964. Parce que la Chine a connu son indépendance le 1er octobre 1949 et le président de Gaulle alors avait reconnu de façon pas unitaire mais individuelle sur le prisme occidental. Il avait été le seul à reconnaître la République populaire de Chine. Et donc c'est une relation d'amitié, de fraternité qui se forge dans l'OTAN. Et donc, le président Macron, quand il s'y rend, c'est d'abord pour réaffirmer cette relation historique. Mais au-delà de ça, il y a des visions économiques, comme vous le dites. Et donc, ici, avec l'histoire aussi, le commerce qui a commencé par le passé, le commerce du thé et j'en passe, bon, on est arrivé à un développement technologique qui voudrait que le partage d'expérience, le partage du savoir-faire et le marché des services voudrait que les entreprises se déploient un peu partout dans le monde. Et donc le président Macron est ici à la recherche des débouchés des entreprises françaises dans le marché, une percée des entreprises françaises dans le marché chinois qui est un marché plein d'opportunités pour les entreprises étrangères. Maintenant, la question fondamentale, il y a eu déjà en 2019 un voyage du président Macron déjà au niveau de la Chine. En 2018, bien avant 2019, il y a eu... Donc, le président Macron s'y rend pour réaffirmer cette relation-là et trouver nécessairement des débouchés parce que déjà, il bat de l'aile au niveau de l'Afrique. Il faille bien qu'il trouve une certaine sérénité dans les affaires du monde et le marché économique des entreprises françaises pour qu'elles se portent bien, pour qu'elles se portent au mieux et que l'économie française ne plonge pas dans l'abîme ou alors dans quelque chose qui créerait alors ce qu'ils avaient connu avec la période de Robespierre. Je les ramène un peu dans l'histoire, à savoir la famine et j'en passe, les questions sociales qui revenaient à savoir remettre au goût du jour la gouvernance des dictateurs d'alors, c'est-à-dire la royauté, les bourgeois. Mais le président français aussi se rend en Chine pour parler des questions d'actualité et dont la question qui brûle aujourd'hui, c'est le conflit en Ukraine. Ils en ont discuté et vous avez eu vent de ce que le président sollicite. Le président français sollicite l'aide de son homologue Xi Jinping qu'il aimerait voir plaider pour une certaine négociation auprès
de son homologue russe, le Vladimir Poutine, pour que le conflit s'étasse et se calme et on retrouve une certaine paix en Europe. Mais pour faire simple, le président Macron se rend là-bas pour, n'est-ce pas, renforcer les intérêts français. Et pourquoi pas augmenter les intérêts français des entreprises françaises sur le marché chinois, qui est une terre d'opportunité pour ces entreprises-là. La présidente de la Commission européenne était également en Chine avec le président français Emmanuel Macron. Est-ce que l'Union européenne ne s'oriente pas vers la route de la soie, alors que nous vivons une nouvelle ère géopolitique? Est-ce que la Chine est devenue, selon vous, la première puissance mondiale en termes de diplomatie, en termes d'économie ou de puissance militaire? Déjà, qu'est-ce que la route de la soie? Il faille un peu expliquer ce que c'est, mais rapidement, la route de la soie, c'est la Chine qui voulait tisser des liens commerciaux avec d'autres pays pour faire général, et d'autres pays, ça inclut les relations bilatérales et les relations multilatérales. Et on se situe, la question que vous me posez, dans les relations multilatérales ou alors bilatérales, à savoir que c'est une entité qui essaye de tisser des relations avec une autre. Et donc, la Chine ici, sa relation avec l'Union européenne, c'est une relation de fraternité, d'amitié. Ils ont des liens commerciaux stratégiques qu'ils ont en partage. Mais la difficulté ici se situe dans la relation plus que forte que l'Union européenne tisse avec le concurrent direct qu'est les États-Unis. Et vous savez bien que les positions états-uniennes sont très souvent suivies par le partenaire qui se veut indépendant, à savoir l'Union européenne. Et donc sa relation entre la Chine, avec la Chine, est quelque peu froide, j'ai envie de dire. Vous avez bien vu comment la présidente Ursula von der Leyen a été reçue au niveau de Pékin sans protocole. Elle est passée du côté des citoyens lambda et n'a pas été acceptée ou alors reçue à sa juste valeur, ou bien au rang qu'elle occupe sur la scène internationale, à savoir présidente de l'Union européenne, une grande institution comme celle-là. C'est un peu comme quoi minimiser cette institution. Et vous avez, sur le plan de la forme, simplement, la grande table inaugurée déjà par le président Vladimir Poutine a refait surface dans cette réception-là, et vous voyez bien la froideur qu'il y a dans les relations que la Russie tisse avec la France déjà, parce qu'elle était à cette table-là, et l'Union européenne. Parce que le discours que tient aussi le président Macron, c'est vendre les initiatives de l'Union européenne auprès de ce partenaire qui se veut chinois. Et donc cette froideur-là s'est fait ressentir autour de cette table-là, et on a bien vu la centralité que la Chine voudrait jouer sur l'échiquier mondial à travers sa position déjà sur cette table-là, et comment est-ce qu'elle a mené les discussions à travers la gestuelle du président chinois, et j'en passe. On n'est que sur le plan de la forme. Maintenant, dans les prises de position, les doléances, le langage utilisé pour soumettre les doléances auprès du président chinois montre bien qu'il a les clés entre les mains, et il va en utiliser pour, n'est-ce pas, faire passer ses idéaux, et, n'est-ce pas, la position chinoise va se faire entendre. Au-delà de ça, la froideur dont je parle ici se manifeste aussi dans le fait que par le passé, la Russie, pas la Russie, j'entends les Chinois ont été, la Chine, le gouvernement chinois a été taxé, par exemple, de régime autoritaire, c'est-à-dire un régime qui ne respecte pas la question des droits de l'homme. On revient encore avec cette idée de droits de l'homme, qui ne respecte pas les mesures édictées pour le respect de l'avènement d'une économie nouvelle,
à savoir le respect de la pollution, les trucs comme ça. Et donc la Chine n'était pas en acquaintance avec ce discours-là. Il a fallu qu'elle travaille pour réaffirmer une certaine affinité avec ses partenaires-là et épouser, non pas dans sa totalité, mais à minima, le discours qui vient de la communauté internationale pour que la Chine se sente aujourd'hui acceptée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, la Chine, j'ai dit aussi, il paraît que j'adore ce pays, mais non, on parlait de Chine, et donc le discours qui vient du côté de la Chine, aujourd'hui, tend à confirmer déjà sa position, l'orientation qu'elle voudrait donner au monde. Et naturellement, si vous ne vous retrouvez pas dedans, je pense que les routes de la soie ne seront pas en acquaintance avec les idéaux que prône l'Union européenne. La Chine a-t-elle réussi à marginaliser l'Occident en Afrique? Peut-on considérer que le processus de désidentalisation dans plusieurs régions du monde est enclenché? Oui, je reviendrai naturellement sur la question que vous me posez, parce que j'ai omis, n'est-ce pas, à la question précédente de répondre à une sous-question, celle de savoir si la Chine aujourd'hui est superpuissance d'un point de vue diplomatique et militaire. Et pour faire simple, oui, aujourd'hui la Chine affirme cette position-là, et vous n'avez qu'à voir sa sollicitation dans le dossier ukrainien et la voix qu'elle porte, n'est-ce pas, elle se fait entendre, se fait écouter, les relations de fraternité, d'amicalité qui jadis n'étaient pas possibles, n'étaient pas envisageables, parce que géré sous le prisme des États-Unis entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, aujourd'hui ils ont retrouvé une certaine fraternité du fait de la Chine. Et donc c'est une puissance qui a les leviers nécessaires à faire parler les protagonistes et à les faire entendre, à faire entendre le discours des uns et des autres pour construire une paix durable, une paix certaine, dans le but nécessaire de faire marcher l'économie mondiale, non pas construire une exclusion, une division, diviser pour mieux régner, cette phrase chère aux États-Unis qui divise pour mieux régner en grand suzerain. Et donc la Chine aujourd'hui n'épouse pas cette politique-là, elle est dans la réunion de tous les pays, à savoir qu'il faut travailler ensemble, il faut fraterniser, il faut développer la paix, travailler pour la paix. Et donc la Chine aujourd'hui est une superpuissance en matière de diplomatie. Vous avez aussi vu la réception qu'ils ont accordée au secrétaire d'État Blinken. Et à cette table-là, vous avez vu les affirmations de la diplomatie chinoise qui ne s'est pas reclue sur elle-même à écouter un discours ronflant et redondant, à savoir que vous n'avez pas respecté les droits de l'homme, vous ne respectez pas le Hong Kong, les droits qui viennent de Hong Kong, Taïwan, ça doit se passer comme ça. La Chine a affirmé ses positions, une seule Chine. Et donc, à travers cela, vous voyez que les États-Unis ont un peu lâché du lest et ce discours n'est pas totalement nié au plan international. Et donc la Chine est devenue une superpuissance, pas devenue, a confirmé sa position d'antan dans la scène internationale. Militaire maintenant, vous savez que j'ai lu un article récemment qui tentait de démontrer que s'il y a confrontation aujourd'hui entre les puissances occidentales et la République populaire de Chine, on va se rendre compte qu'ils sont tactiquement disciplinés, c'est dans le sang, ils sont disciplinés déjà par leur religion, le bouddhisme, et on va savoir qu'on leur rase le crâne, et puis c'est une soumission à l'autorité et tout, et donc sur ce point de vue-là, ils sont disciplinés, ils ont la science métaphysique qui boosterait le moral des troupes. C'est un article fascinant que j'essaie de paraphraser ici. Et donc, vous voyez que militairement aussi, ils se sont dotés d'un arsenal militaire surpuissant. Ils ont lancé un super missile supersonique
récemment, là, et dont vous savez, qui peut, de longue portée en plus, qui peut être tiré et dévaster, par exemple, les États-Unis, sans qu'il n'ait l'idée qu'on a tiré un super missile sur eux. Et donc, aujourd'hui, ils ont cette capacité militaire-là. Et donc, oui, la Chine est une superpuissance diplomatique et militaire. Elle s'est repositionnée sur l'échiquier international. Oui, tout à fait. Et sur base, d'abord, c'est parti sur la question de Taïwan. La question de Taïwan et les autres territoriaux qui se... Une eau territoriale, les eaux territoriales qui se trouvent dans l'arc du Pacifique. Et donc, elle a confirmé sa position là-bas avec une diplomatie plus soft. À savoir qu'on n'envoie pas les militaires sur le terrain, mais on grappille le terrain. Donc, surtout soft power, ça veut dire quoi? Les pêcheurs ont été utilisés ici comme une arme de guerre pour conquérir, pour une conquête de territoire. Ce qui a empêché les États-Unis, par exemple, de déployer les destroyers pour aller revendiquer ce territoire en apportant une assistance compromis à la Philippine, par exemple. Alors, est-ce qu'on est arrivé à une période où la Chine a bouté les Occidentaux du monde, a bouté des affaires, les Occidentaux? Je dirais, vous avez utilisé le concept de désoccidentalisation, mais qu'est-ce que c'est déjà? C'est Frantz Fanon et Kwame Nkrumah qui ont utilisé ce concept-là pour la première fois, qui tend à démontrer qu'il y a un rejet des pratiques occidentales, à savoir la domination, l'hégémonie sur des pays. Et donc, est-ce que la Chine est en conformité avec ce style de discours-là? Je tends à dire ici que oui. Et elle milite aussi pour le respect de son intégrité, de sa souveraineté, qui aujourd'hui se voulait nier, mais qui, ma foi, est affirmée de fort belle manière, à savoir le développement militaire, le développement économique, le développement social et le développement même déjà démographique. Et donc, c'est une superpuissance. La désoccidentalisation, maintenant, est-ce qu'elle a la capacité à mener ce combat en solitaire? Je doute fort qu'elle ait les moyens nécessaires pour mener à bon point ce combat qui se veut louable et qui est acquiescé par l'humanité tout entière. On en a marre excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais on en a marre de vivre dans un monde essentiellement hégémonique où la pensée est monopolisante, à savoir que la construction d'une analyse critique se greffe sur ce qui se dit dans les médias mainstream, et donc ce discours-là voudrait que outre mesure, vous n'ayez plus la capacité de réfléchir. Vous ne pouvez que répéter tel un perroquet ce qui se dit dans ces médias-là, sans toutefois avoir la lucidité nécessaire de faire une analyse critique. L'analyse critique qui s'enseigne, n'est-ce pas, dans les universités, aujourd'hui, n'est pas pratiquée, tout simplement. Vous n'avez qu'à regarder la situation qui se passe en Ukraine. C'est un suivisme moutonnier qui se passe parce qu'on a perdu cette lucidité d'analyse-là, que la Chine, aujourd'hui, par ses positions matures, voudrait rappeler au monde qu'elle n'est pas un suiviste moutonnier. Ce qui a un peu offusqué les dirigeants du monde quand le président Macron a essayé de se ressaisir quant à sa position vis-à-vis de la Chine, ou alors la question ukrainienne, et même le développement, le devenir de l'institution Union européenne. Il dit on ne va pas suivre les États-Unis dans leur politique. Je paraphrase, je ne dis pas dans la précision des mots, mais c'était dans ce sens-là de dire nous ne sommes pas de suivre. Mais ça nous renvoie à l'idée que par le passé, ils étaient simplement des suiveurs. Et non, les analyses faites précédemment démontrent qu'on n'était pas dans le faux. Et le président Macron vient nous donner raison ici. C'est une fois de plus l'occasion pour moi de dire aux
aux détracteurs qui n'ont pas envie de voir une fois de plus mon visage ici, que c'est de la réflexion. C'est de la réflexion et on se porte plus vers là. Et on aimerait les voir ici pour donner une certaine animation à la chaîne. Revenons, c'était juste une petite digression. Et donc, la Chine aujourd'hui, oui, elle a la capacité de désoccidentaliser la politique internationale, mais avec beaucoup d'aide de différents pays qui lui sont partenaires. Et vous savez, sa présence en Afrique aujourd'hui montre que les Européens sont, par exemple, en ballottage. Ils se font virer de l'Afrique, on dirait, des malpropres. Et donc, oui, la Chine est venue avec la route de la soie, proposer des liens commerciaux avec la construction des infrastructures. Prenons un cas tout simple, hein, la relation France et les 14 pays qui partagent le franc CFA comme monnaie nazie. Le développement infrastructurel, depuis au moins 70 ans, 70 ans, n'a pas connu quelconque envolée ou alors un développement manifeste. Mais regardez, je prends le cas du Cameroun avec les relations réchauffées par le président camerounais et le président chinois dans les années 2000. Vous avez vu l'émergence des infrastructures hospitalières, l'émergence du palais de congrès, pas le palais de congrès, c'est chinois aussi. Le palais qui se trouve à Ouarda là. Le palais des sports, on a vu la matérialité, mais quand on regarde les infrastructures françaises, on se demande bien, depuis 70 ans, ils sont dans ce pays-là, mais on ne voit pas une réelle présence, une réelle infrastructure qu'ils ont développée. On aurait dit waouh, mais non, on n'a rien vu. Et donc la Chine est venue avec des propositions concrètes pour satisfaire des besoins émis par ces pays-là. Et la Chine a joué bon jeu, mais maintenant c'est à nous, en tant que pays demandeur, de savoir ce que nous voulons. Et si elle se situe dans la désoccidentalisation avec l'émergence de plusieurs blocs, l'émergence d'une certaine multipolarité, tel que le président Macron aujourd'hui essaye d'épouser ce discours-là, on se rend bien compte que sa mission est en train de s'accomplir parce qu'elle travaille avec ses partenaires. Est-ce qu'il y a une convergence de la vision du monde actuel entre la Chine et la Russie? Oui, on peut affirmer, mordicus, que oui, il y a une convergence. Si je me réfère à la précédente question, désoccidentalisation du monde. Bien que la Chine n'affirme pas cette position-là, mais dans sa politique, on voit bien que les choix qu'elle fait portent vers cette désoccidentalisation du monde. Vous avez son intégration dans les BRICS, qui voudrait une multipolarité. Et la multipolarité, c'est remettre en question l'unipolarité du monde, qui est portée par qui? Par les États-Unis et la communauté internationale, de façon mordicus. Et donc, cette désoccidentalisation-là connaît aujourd'hui un tandem, c'est-à-dire Russie, Chine, et qui porte ce tandem-là avec, n'est-ce pas, beaucoup de brio. Pardonnez de donner cette appréciation-là, mais c'est ce qui est perceptible sur le terrain. Quand on regarde les positions que chacun de ces pays-là prend dans les orientations qu'elle aimerait voir pour le monde, on voit qu'elle a attiré des superpuissances, des grandes puissances. Le Brésil, par exemple. Aujourd'hui, le président Lula da Silva a porté un discours au sommet des BRICS qui tend à remettre en question l'unipolarité du dollar. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer, exporter ou alors importer des marchandises en devise du dollar? Il met cette question au goût du jour. Et quand vous avez des présidents pareils qui portent ce genre de discours, qui désoccidentalisent les politiques, la politique monétaire, là on est dans le financier, qui désoccidentalise ce qui se fait, qui critique, n'est-ce pas, de façon acerbe, c'est une désoccidentalisation. Mais maintenant, cette désoccidentalisation-là est le fait de ces pays qui voudraient voir le monde bouger, le monde ne plus rester statique dans le diktat qui viendrait dans ce qu'on je pourrais appeler ici la commercialisation des droits de l'homme, qui sous le label de démocratie
est un motif ou un moyen de développement. Mais non, aujourd'hui, on a remis la question fondamentale du développement au cœur des nations. La raison fondamentale même de l'existence d'un État, c'est-à-dire la monnaie. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir une monnaie? Pour les échanges. Le président Lula da Silva questionne cela. Pourquoi les États ne peuvent pas utiliser leur propre monnaie pour faire des achats au plan international? Il questionne cela. Donc, on est dans une analyse critique de remise en question de cette unipolarité-là. Et je crois que le tandem Russie-Chine se porte vers cet horizon-là et, ma foi, travailler une fois de plus avec leurs partenaires pour que le rêve qui est encore aujourd'hui dans les esprits se matérialise sur le terrain dans un futur proche. On a ici une certaine... les bribes de ce qui pourrait se passer aujourd'hui en République centrafricaine. L'annonce de au moins 7 grands projets qui doivent se passer là-bas sous l'égide des BRICS, par exemple.